Est-ce que vous avez déjà été dans l'endroit le plus beau du monde et senti que vous étiez en train de mourir à l'intérieur? Pas à cause de la mer, pas à cause du soleil, à cause de 7 mots prononcés par l'homme que vous aviez juré d'aimer. Je m'appelle Vivienne. J'ai 54 ans. Et ce que je vais vous raconter s'est passé lors de ma lune de miel aux Maldives. Une nuit qui a tout changé. Pas parce qu'elle m'a brisé, mais parce qu'elle a confirmé ce que je savais déjà depuis longtemps. Avant de commencer, si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez. Cela m'aide énormément. Merci du fond du cœur. Et maintenant, écoutez bien. Il était presque minuit aux Maldives. La température était encore à 29 degrés. Le bungalow donnait directement sur l'océan Indien et le reflet de la lune sur l'eau ressemblait à une scène de film. Des pétales d'orchidées sur le lit, du champagne dans un seau en argent, une terrasse en bois sur pilotis, suspendue au-dessus d'une eau transparente comme du cristal. C'était censé être le paradis. C'était censé être le début de notre vie ensemble. Jacques buvait son 3e verre de vin. Je le regardais depuis le canapé en rotin blanc, les pieds nus sur le plancher chaud, et je sentais quelque chose que je ne savais pas encore nommer. Une tension dans l'air. Quelque chose de précis, de calculé, qui n'avait rien à voir avec le romantisme de l'endroit. Je connais les hommes qui changent quand ils boivent. Certains deviennent tendres, d'autres bavards, d'autres drôles. Jacques, lui, devenait exact, comme si l'alcool retirait un filtre et laissait apparaître qui il était vraiment. Il posa son verre sur la table en verre. Il tourna son corps vers le mien, et il me regarda d'une façon que je n'avais jamais vue en 2 ans de relation. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du désir, c'était une évaluation, froide, méthodique, comme quelqu'un qui examine un contrat avant de le signer. « Vivienne, dit-il, la voix basse, contrôlée. J'ai besoin que tu me transfères 1 million d'euros demain matin. » Je crus avoir mal entendu. Je souris. Un de ces sourires involontaires que l'on fait quand le cerveau n'a pas encore traité l'absurdité que les oreilles viennent de capter. « Pardon ?» Il ne répéta pas. Il continua. « Tu m'as entendu. 1 million. Depuis le compte du fonds familial. Tu y as accès. Je sais que tu y as accès. » Le vent qui entrait par la terrasse devint soudainement plus chaud. Ou peut-être que c'est moi qui étais devenue plus froide. « Jacques, qu'est-ce qui se passe ?» Il se leva, marcha jusqu'au bord de la terrasse, resta dos à moi pendant une dizaine de secondes. Quand il se retourna, ce n'était plus l'homme qui avait pleuré devant l'hôtel 2 semaines auparavant. « Ce qui se passe ? Rien. Je suis juste fatigué de faire semblant. » Mon estomac se contracta. « Faire semblant de quoi, Jacques ?» Il revint vers la table, prit son verre, termina le vin, et ce qui suivit, il le dit mot par mot, lentement, avec une clarté clinique qui me donne encore des frissons aujourd'hui. Faire semblant de t'aimer, faire semblant que tu m'attires, faire semblant que j'ai voulu t'épouser pour une raison autre que l'évidente. Il posa le verre, me regarda droit dans les yeux. Tu es intelligente, Vivienne. Tu l'as toujours été, mais tu n'as jamais été belle. Et dans le monde réel, une femme laide avec de l'argent doit comprendre que c'est l'argent qui compte, pas elle. Le ventilateur au plafond tournait lentement au-dessus de ma tête. Les vagues frappèrent dehors. Un héron blanc se posa sur la rambarde de la terrasse et s'envola en 2 secondes. Je le regardais partir, et je pensais, quelle chance. Jacques s'allongea par terre, pas dans le lit. Par terre, sur le plancher en bois clair du bungalow, avec un des coussins du canapé sous la tête. Et il s'endormit, en moins de 4 minutes. Le son de sa respiration remplit la pièce comme une insulte. Je me levais sans faire de bruit. J'allais dans la salle de bain. Je fermais la porte. Je m'assis sur le sol en marbre froid, le dos contre le mur, et je regardais devant moi sans bouger. Je ne pleurais pas. Laissez-moi vous dire quelque chose sur les femmes qui ont grandi en étant sous-estimées toute leur vie. On ne pleure pas quand on reçoit le coup le plus attendu. On compte les détails, on compte les erreurs qu'il a commises. On compte les sorties disponibles. On compte le temps qu'il faudra. Cette nuit-là, assise sur le sol d'une salle de bain de luxe aux Maldives, avec des pétales d'orchidées qui flottaient dans la baignoire que je n'avais jamais utilisée, je n'étais pas détruite. J'étais en train de m'organiser.
Parce que Jacques avait commis l'erreur que les hommes arrogants commettent toujours. Il avait confondu le silence avec la faiblesse, et l'élégance avec la naïveté. Il pensait que j'allais pleurer toute la nuit et transférer l'argent le matin par peur de perdre le mariage. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je savais déjà qui il était depuis bien plus longtemps qu'il ne l'imaginait. Et cette nuit-là n'était pas notre lune de miel. C'était la dernière pièce d'un échiquier que j'avais construit seul, en silence, pendant 2 ans. Il dormit du sommeil des innocents. Moi, je passais la nuit éveillée, mais pas à souffrir, à planifier. À 5h40 du matin, le ciel des Maldives était encore entre le bleu foncé et le violet. Cette heure étrange où la nuit n'est pas encore partie et où le jour n'est pas encore arrivé. J'aime cette heure-là. C'est l'heure où les décisions prises dans l'obscurité prennent enfin forme. C'est l'heure où les femmes comme moi cessent de réfléchir et commencent à agir. Jacques dormait toujours par terre, la joue collée sur le plancher en bois clair, la bouche légèrement ouverte, le visage détendu comme celui d'un enfant sans culpabilité. Je restais debout à l'observer pendant exactement 3 secondes. Pas plus. Je me demandais comment un homme qui venait de détruire le cœur de quelqu'un pouvait dormir ainsi. Et puis je compris. Il dormait bien parce qu'il n'avait jamais eu assez de conscience pour perdre le sommeil. Je pris ma valise. La petite, celle que j'emportais toujours en cabine. Je posai sur le lit les affaires que je n'allais pas prendre. La robe de mariée encore suspendue dans l'armoire, les bijoux qu'il m'avait offerts pendant les fiançailles, le collier en diamant qu'il avait acheté à Lyon dans une boutique que je connaissais et dont je savais, depuis le début, qu'il avait payé avec de l'argent qui ne lui appartenait pas. Je ne pris rien de ce qu'il avait touché avec l'intention d'acheter. Je pliai 3 tenues avec précision. Je glissai mon passeport français dans la poche intérieure de mon manteau, 2 cartes bancaires, mon ordinateur fin et une clé USB noire, petite, que je rangeais dans la poche secrète de ma valise, celle que personne ne trouve jamais au premier regard. Je fermai la valise sans faire de bruit. Je regardai le bungalow une dernière fois, les pétales d'orchidée sur le lit, le champagne tiède sur la table, Jacques, la joue sur le sol, ronflant légèrement. Je ne ressentis pas de colère. Je ressentis quelque chose de beaucoup plus froid que la colère. Je ressentis de la clarté. Je sortis par la porte latérale du bungalow sans la claquer, sans traîner la valise, sans me retourner. La jetée en bois sous mes pieds craquait légèrement à chaque pas, mais le bruit des vagues couvrait tout. L'air sentait le sel et les fleurs de tiare. Dans d'autres circonstances, j'aurais trouvé ça magnifique. Le bateau qui m'attendait était petit et discret. Le même que j'avais réservé 72 heures avant, alors que nous étions encore à Paris en train de faire nos valises pour le voyage. Le conducteur était un homme de peu de mots, ce dont je lui étais profondément reconnaissante à ce moment-là. Il prit ma valise sans rien demander. Je montais. Il démarra. Et je regardais le bungalow disparaître à l'horizon sans ressentir autre chose qu'une seule chose. Du soulagement. Pas de larmes. Pas de regrets. Juste ce soulagement propre et précis qui vient quand on quitte enfin un endroit où on n'aurait jamais dû rester aussi longtemps. À l'aéroport de Malé, à 7h du matin, j'achetai un café noir à un comptoir en plastique blanc. Je m'assis sur une chaise en plastique orange, je posai l'ordinateur sur mes genoux et j'écrivis un email de 3 lignes, sans détour, sans émotion. Uniquement des faits. Destinataire, Maître Fontaine, avocat, Paris. L'opération est entrée dans sa phase finale. Gardez les documents que nous avons envoyés la semaine dernière. Je serai à Paris dans 18 heures. Ne répondez pas à cet email. Je fermai l'ordinateur, je bus le café. Il était froid, je m'en moquais. Dans l'avion, alors que nous survolions l'océan Indien, l'hôtesse de l'air me demanda si je voulais dîner. Je dis oui. Je mangeai tout. Je dormis 4 heures d'affilée. Je ne rêvais de rien. Vous savez ce que les gens ne comprennent pas sur les femmes qui passent des années à être sous-estimées? On développe une capacité rare. La capacité d'éteindre l'émotion quand elle devient un obstacle. Pas parce que nous sommes froides, mais parce que nous avons appris, très tôt, que pleurer au mauvais moment coûte cher. Et j'avais déjà payé bien trop cher dans ma vie. Cette fois, c'était lui qui allait payer. L'avion atterrit à Charles de Gaulle à 14h37 un lundi.
Paris en novembre. Ciel gris. Vent coupant venant du nord. Les arbres de l'avenue presque sans feuilles. Je passais l'immigration avec mon passeport français. Je récupérais ma valise. J'appelais un taxi. Et quand la voiture s'engagea sur l'autoroute et que je vis les premiers toits de Paris à l'horizon, je respirais profondément pour la première fois depuis 48 heures. Le chauffeur alluma la radio. Une vieille chanson. Édith Piaf. Je ne regrette rien. Je souris pour la première fois depuis les Maldives. Pas de bonheur. De précision. Parce que pendant que je traversais Paris dans un taxi avec ma petite valise sur le siège à côté de moi, Jacques se réveillait dans le bungalow vide. Il appelait mon prénom. Il cherchait ma valise. Il cherchait mon téléphone. Il cherchait n'importe quel signe que j'étais simplement allé prendre le petit déjeuner. Et il ne trouvait rien. Rien que le lit défait, les pétales fanés et le champagne chaud que personne n'avait bu. Bienvenue dans le silence, Jacques. C'est l'arme la plus bruyante qu'une femme expérimentée possède. Et moi, j'avais passé 2 ans à l'aiguiser. Il me retrouva en 3 jours. 3 jours exactement. J'attendais moins. Jacques a toujours été impatient. C'est l'un de ses défauts les plus utiles. Les hommes impatients font des erreurs rapides. Et les erreurs rapides laissent des traces profondes. C'était un jeudi. 11h20 du matin. Paris en novembre a cette lumière particulière qui n'est pas vraiment de la lumière. C'est plutôt une absence contrôlée d'obscurité. Le ciel était le même gris uniforme depuis 4 jours, bas et lourd comme un plafond trop proche, et les pavés du boulevard Saint-Germain brillaient encore de la pluie de la nuit précédente. Je savais qu'il me trouverait. Je savais où il chercherait. Et je savais exactement ce qu'il allait dire avant même qu'il ouvre la bouche. C'est l'avantage de passer 2 ans à étudier quelqu'un. On finit par le connaître mieux qu'il ne se connaît lui-même. J'étais au Café de Flore, une des tables extérieures sous l'auvent vert foncé. Ce café existe depuis 1887. Simone de Beauvoir y écrivait, Jean-Paul Sartre aussi. J'aime le Café de Flore parce que c'est un endroit où les gens sérieux font des choses sérieuses avec beaucoup de calme. J'avais commandé un café crème et un croissant. J'avais ouvert le journal Le Monde du jour sans vraiment le lire. Et j'attendais. Pas avec nervosité. Avec cette patience froide que l'on développe quand on sait exactement ce qui va arriver et qu'on a simplement besoin que ça arrive pour que les choses avancent. La serveuse passa 2 fois. La 2e fois, elle me demanda si je voulais autre chose. Je dis non merci. Elle sourit et s'en alla. La vie continuait à son rythme tranquille de matinée parisienne, pendant que moi, j'attendais la fin d'une histoire qui durait depuis 2 ans. Il arriva à 11h42. Je le vis avant qu'il me voie. Il venait sur le trottoir du boulevard à grandes enjambées, le manteau en laine gris ouvert dans le vent, les cheveux légèrement décoiffés, le téléphone à la main. Il avait l'air en colère. Il avait l'air pressé. Il avait l'air exactement comme je l'avais prévu. Quand il me vit assise, il s'arrêta une demi-seconde. Une seule. Puis il continua à marcher vers ma table, avec cette expression qu'il portait quand il croyait contrôler une situation. Je pliai le journal. Je le posai sur la chaise à côté, je pris une gorgée de café, et j'attendis. Il arriva à la table et ne s'assit pas. Il resta debout, les mains sur les bords de la table en marbre blanc, légèrement penché dans ma direction. La serveuse qui passait à côté le regarda une seconde et s'éloigna rapidement. Vivienne, la voix basse, contrôlée, menaçante, juste ce qu'il fallait. Jacques, également basse, également contrôlée, complètement différente dans l'intention. « Tu as disparu » dit-il. « Je suis parti » je corrigeai. Il respira profondément par le nez, regarda autour de lui, vers le couple à la table de droite, vers le monsieur âgé qui lisait à gauche. Il calcula l'environnement, puis il s'assit. « Où est mon argent ?» Sans préambule, sans question sur comment j'allais, sans aucune tentative de faire semblant que ce qui s'était passé aux Maldives n'avait pas eu lieu. D'une certaine façon, je respectais ça. Au moins, il était cohérent. « Bonjour à toi aussi, Jacques. »« Ne commence pas, » il coupa. « Je sais que tu as accédé au compte cette semaine. Ma sœur m'a appelé, tu as bloqué mon accès au fonds. »« Intéressant, » je dis. « Ta sœur t'a appelé. »« Vivienne. » La voix descendit encore d'un ton. « Ne m'oblige pas à rendre ça laid. » Je pris le café.
Je bus une longue gorgée. Je reposai la tasse sur la soucoupe avec un petit son précis, et sans le regarder, j'ouvris le sac à côté de moi. J'en sortis une enveloppe Kraft, épaisse, fermée avec un cachet. Je la fis glisser sur la table en marbre dans sa direction. Lentement, sans hâte, il regarda l'enveloppe. Il me regarda. Il regarda de nouveau l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. Vivienne, je n'ai pas le temps de... Ouvre, Jacques. Quelque chose dans mon ton l'arrêta. Il prit l'enveloppe, passa le doigt sous le cachet, sortit les documents. 11 pages, papier à en-tête, signature de notaire sur 3 d'entre elles. J'observais le moment exact où il commença à lire. J'observais les yeux parcourir les premières lignes. J'observais le front se plisser, la mâchoire se durcir. Et j'observais le moment où il arriva à la 3e page et cessa de respirer pendant 2 secondes. Qu'est-ce que c'est? La voix sortit différente, plus petite. C'est un acte de nullité matrimoniale, je dis, comme quelqu'un qui explique le menu du jour. Émis par le tribunal civil de Paris, sur la base du fait que notre mariage n'a jamais existé légalement. Il me regarda. C'est impossible. Nous nous sommes mariés aux Maldives. Il y avait un juge, il y avait des témoins, il y avait un acteur, je l'interrompis. Le silence qui suivit dura 4 secondes. Comment? L'homme qui nous a mariés aux Maldives s'appelle Arnaud. Il est comédien professionnel basé à Paris. Ce que tu n'as jamais su, c'est que les Maldives n'enregistrent pas automatiquement les cérémonies de ressortissants étrangers sans demande consulaire spécifique. J'ai simplement veillé à ce qu'aucune demande ne soit déposée. La cérémonie était réelle dans la forme, inexistante dans le droit. Je marquai une pause. Je l'ai organisée ainsi il y a 8 mois, quand j'ai commencé à comprendre exactement ce que tu étais. Jacques resta complètement immobile. Tu as tout planifié. Depuis le début. Le juge, les témoins, les documents qu'on a signés. Des mises en scène soigneuses, des papiers sans valeur juridique, des témoins qui travaillaient pour moi. Il passa la main sur son visage, regarda la table, puis leva les yeux vers moi avec une expression que je n'avais pas encore vue sur son visage. Pas de la colère, quelque chose de plus proche de la stupéfaction. Légalement, Jacques, tu n'as jamais été mon mari. Tu es simplement un inconnu qui a passé 2 semaines aux Maldives à mes frais et qui a ensuite tenté de m'extorquer. Et c'est exactement ainsi que l'inspecteur Moreau de la brigade financière va lire le dossier quand il l'ouvrira lundi matin. Il se leva brusquement. La chaise racla le sol en pierre. Le couple à la table voisine regarda. Il s'en rendit compte. Il se rassit, plus lentement, avec cette colère contenue qui est beaucoup plus dangereuse que la colère criée. « Tu vas le regretter », dit-il à voix basse. Cette phrase, je répondis en regardant le boulevard dehors. Vous savez combien de fois j'ai entendu cette phrase dans ma vie? Je tournai le visage vers lui. Pas une seule fois de quelqu'un qui avait raison. Il existe un type de silence particulier qui se produit quand un homme arrogant réalise qu'il a perdu pied. Ce n'est pas le silence de celui qui réfléchit, c'est le silence de celui qui est tombé, qui regarde le sol sous ses pieds et comprend, pour la première fois, qu'il n'est plus solide. Jacques avait ce silence-là. Assis en face de moi au café de Flore, avec les 11 pages étalées sur la table en marbre blanc, il avait ce regard particulier des hommes qui ont passé leur vie à croire qu'ils étaient les plus intelligents dans la pièce et qui découvrent, trop tard, qu'ils se trompaient. Je le laissais dans ce silence. Je ne le remplis pas. Il y a un art à laisser l'autre traiter sans combler le vide. La plupart des gens ont peur du silence dans les négociations. Moi, j'avais appris à l'utiliser comme un outil. Chaque seconde que je laissais exister était une seconde de plus où la réalité s'enfonçait en lui. Chaque seconde était une brique de plus dans la compréhension de ce qu'il avait réellement en face de lui depuis le début. La vie continuait normalement autour de nous. Un homme en costume payait l'addition au comptoir. 2 touristes japonais photographiaient la façade verte du café depuis le trottoir. La serveuse réapparut, nous regarda tous les deux, comprit que ce n'était pas le moment, et disparut de nouveau vers l'intérieur. Jacques finit par lever les yeux des documents. Mais ce n'étaient plus les mêmes yeux qu'avant. Avant,
il était entré avec les yeux de celui qui vient réclamer. Maintenant, il avait les yeux de celui qui essaie de comprendre la profondeur du trou dans lequel il était tombé. « Depuis combien de temps tu planifies ça ?» demanda-t-il. Sa voix avait perdu cette assurance particulière qu'elle portait toujours, cette certitude d'homme habitué à obtenir ce qu'il voulait simplement en demandant avec le bon ton. « Depuis le jour où j'ai reçu le 2e relevé bancaire avec des virements que tu pensais que je n'allais pas remarquer. » Il ferma les yeux 2 secondes. Les virements vers Genève. Les virements vers Genève, je répétais. 140 000 € en 8 mois, en petites tranches suffisamment petites pour ne pas déclencher d'alertes automatiques, mais pas suffisamment petites pour une auditrice expérimentée. Il ouvrit les yeux. Tu me surveillais. Je faisais mon travail. Mais tu as continué avec moi. Après avoir su, tu as continué. Je posais le café. Et pour la première fois depuis qu'il s'était assis, je me penchais légèrement dans sa direction. « Jacques, tu crois que j'ai continué avec toi malgré ce que je savais ?» Je marquai une pause de 2 secondes. « J'ai continué avec toi à cause de ça. » Il resta à traiter l'information. Je le laissais faire. Il y a une différence fondamentale entre donner du temps à quelqu'un et perdre du temps avec quelqu'un. Je lui donnais du temps parce que chaque seconde de traitement était une seconde où il construisait lui-même la compréhension de sa défaite. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de l'efficacité. Et l'efficacité, après 2 ans de patience, était tout ce qui me restait à exercer. Finalement, il parla. « Tu avais besoin d'une confession. » Ce n'était pas une question, c'était une constatation. De quelqu'un qui commençait enfin à comprendre le jeu. Trop tard. J'avais besoin d'une confession claire, documentée, avec une intention sans équivoque. Je confirmais. Une demande de virement d'1 million d'euros, faite verbalement par un homme qui croyait être marié à l'héritière lors d'une lune de miel où il se sentait complètement en sécurité et sans témoin. Il regarda mon collier. Le petit pendentif en or. Le microphone, je confirmais. Il passa la main sur son visage, regarda le plafond du café de Flore pendant 1 seconde. Et alors, il se mit à rire. Un rire bas, sec, sans aucune joie. « Tu es impressionnante », dit-il. Pas comme un compliment, comme une reconnaissance forcée de défaite. « Je sais », je répondis. « Et maintenant, qu'est-ce que tu veux ?» Je pris le café une dernière fois, busse la dernière gorgée, reposai la tasse, ouvris de nouveau le sac. Et en sortit une seconde enveloppe, plus petite, blanche. Je la fis glisser sur la table sans un mot. Il l'ouvrit avec moins d'assurance que la première. Les mains, je remarquai, étaient légèrement moins fermes qu'à son arrivée. À l'intérieur se trouvait une seule feuille, une lettre officielle à en-tête de la brigade financière de Paris, signée par l'inspecteur Moreau, responsable de l'unité des crimes économiques internationaux. La lettre indiquait qu'une enquête préliminaire avait été ouverte concernant des faits présumés d'extorsion internationale, de détournement de fonds et de fraude documentaire. Elle précisait que Jacques Delamarre était prié de se présenter volontairement dans les locaux de la brigade dans un délai de 48 heures, faute de quoi une convocation formelle serait émise. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, la voix plus basse encore. « C'est l'inspecteur Moreau, dis-je. Il dirige l'unité des crimes économiques à la brigade financière. Il a ouvert le dossier il y a 10 jours. Il t'attend. » Jacques posa la lettre sur la table, me regarda longuement. « Tu pouvais faire ça sans me prévenir. Pourquoi tu me préviens ?» Je me levai, pris mon sac, mon manteau en laine sombre, le journal plié. « Parce que je ne suis pas comme toi, Jacques, » dis-je en boutonnant mon manteau lentement. « Je t'ai donné la possibilité de te présenter toi-même, de choisir comment tu entres dans cette procédure. C'est une courtoisie que tu n'as accordée à aucune des femmes que tu as détruites avant moi. » Il resta immobile. « Si tu te présentes volontairement dans les 48 heures, l'inspecteur Moreau en tiendra compte. Si tu ne te présentes pas, il enverra 2 agents à ton domicile jeudi matin à 7 heures. » Je fis demi-tour. « L'addition du café est pour toi. » Je fis 3 pas vers la sortie, et j'entendis sa voix dans mon dos, différente cette fois, sans la menace habituelle, presque à voix basse. « Vivienne !» Je m'arrêtai. Mais je ne me retournai pas. « Tu as passé 2 ans de ta vie à faire ça. Pour des femmes que tu n'avais jamais rencontrées. » Je restai silencieuse 2 secondes. « Pour des femmes que j'ai rencontrées après.
et pour toutes celles qui viendraient après elle si je ne faisais rien. Je repris ma marche vers la sortie. Le boulevard Saint-Germain m'accueillit avec son vent froid et ses pavés mouillés. Et je marchais sans me retourner, avec la certitude tranquille de quelqu'un qui sait que le plus difficile est déjà fait. Ce qui allait venir maintenant n'était plus une bataille. C'était simplement la conséquence logique de tout ce qui avait été construit, en silence, pierre par pierre, pendant 2 ans. Il y a des choses que je n'ai jamais racontées à personne sur la façon dont j'ai grandi. Pas par honte, par choix. Parce que quand on grandit en étant la fille qui n'était pas assez belle, pas assez spontanée, pas le genre de femme que les hommes remarquent en premier dans une salle, on apprend à devenir autre chose. On apprend à être la femme qu'ils remarquent en dernier, et qu'ils n'oublient jamais. Mon vrai nom est Vivienne Marguerite Voss, pas Vivienne Renard, pas Vivienne de quelque famille que ce soit que Jacques avait recherché pendant des mois avant de m'aborder lors de ce dîner à Lyon. Voss. Ma mère était professeure de mathématiques dans une école publique à Rennes. Mon père était comptable dans une coopérative agricole en Bretagne. Je n'ai pas d'héritage. Je n'ai pas de fonds familial. Je n'ai pas de compte en banque suisse. Je n'ai pas de manufacture textile dans le nord de la France. Je n'ai rien de tout ce que Jacques croyait avoir trouvé ce soir-là dans ce salon à Lyon. Ce que j'ai, c'est un diplôme d'économie de l'université Paris-Dauphine. Un second diplôme en droit financier. Et 12 ans d'expérience comme auditrice forensique spécialisée dans les crimes en col blanc. Et depuis 14 mois, j'ai un contrat signé avec la famille Delamarre, la famille de Jacques. En février de l'année précédente, Maître Fontaine, l'avocat senior de la famille Delamarre, avait appelé le cabinet où je travaillais à Paris. La famille avait un problème. De l'argent qui disparaissait du fonds de réserve familiale depuis 3 ans. De petites sommes, irrégulières, sans schéma évident. Le comptable interne n'avait rien trouvé. Un premier audit externe non plus. Maître Fontaine me décrivit le dossier en 40 minutes au téléphone. À la fin, il dit « Madame Voss, nous soupçonnons que l'origine du problème est interne. Quelqu'un de la famille ou de très proche. Je demandai 48 heures pour analyser les relevés qu'il m'envoya. Il me fallut 6 heures. À la fin de ces 6 heures, j'avais le nom, Jacques Delamarre. Fils aîné, 42 ans, historique financier propre en surface, impossible en profondeur. Le problème avec Jacques n'était pas qu'il était stupide. Le problème était exactement le contraire. Il était assez intelligent pour être dangereux, mais pas assez intelligent pour comprendre la taille de ce à quoi il faisait face. Pour attraper quelqu'un comme ça, on n'envoie pas un audit, on envoie un appât. Maître Fontaine me regarda par-dessus ses lunettes quand je présentais le plan lors de notre première rencontre en personne dans son bureau du 8e arrondissement par un mardi matin de pluie. Vous voulez vous insérer dans sa vie personnellement. Je veux construire l'environnement dans lequel il se sentira suffisamment en sécurité pour commettre l'erreur finale, je corrigeais. Il y a une différence. Cela va prendre du temps. Cela prendra le temps qu'il faudra. Et s'il s'attache émotionnellement. Je marquai une pause. C'est l'objectif. Maître. C'est ainsi que j'apparus à ce dîner à Lyon, avec une identité soigneusement construite, Vivienne Renard, héritière d'un fonds familial de manufacture textile dans le nord de la France, discrète, réservée, socialement un peu en décalage. Le type exact de femme qu'un homme comme Jacques considérerait à la fois facile et lucrative. Facile parce qu'elle semblait seule. Lucrative parce qu'elle semblait riche. Les 2 caractéristiques qu'il recherchait systématiquement dans chacune de ses victimes, comme Maître Fontaine me l'avait expliqué en détail lors de notre première rencontre. Il m'aborda 17 minutes après mon entrée dans le salon. Je comptais. Il commença par un commentaire sur le vin. Passa aux questions sur ma famille. En 40 minutes de conversation, il avait collecté plus d'informations sur mon patrimoine supposé que sur moi en tant que personne. Je notais. J'enregistrais intérieurement. Et je souris aux moments opportuns. 2 ans. 2 ans, je construisis cette relation avec la précision d'une architecte. Chaque donnée qu'il collectait sur mon patrimoine était une donnée que je fournissais délibérément. Chaque accès qu'il croyait obtenir à mes comptes était un accès que je contrôlais entièrement avec Maître Fontaine. Chaque pas vers le mariage était un pas que j'avais calculé, anticipé et facilité.
Les gens me demandent si c'était difficile, si c'était épuisant de passer 2 ans à construire quelque chose de faux. Je dis la vérité. Le plus difficile n'était pas de jouer un rôle. Le plus difficile était de faire semblant de ne pas savoir. Faire semblant d'être surprise quand il laissait échapper des informations. Faire semblant d'être naïve quand il testait mes limites. Faire semblant d'être vulnérable quand il avait besoin de se sentir supérieur. Parce qu'au fond, tout le temps, je savais exactement qui il était. Et je savais exactement ce qui allait venir. Quand il me demanda en mariage, dans un restaurant à Saint-Tropez, avec une bague que je savais avoir été achetée avec de l'argent détourné du fonds familial, je dis oui. Et sur le chemin du retour, avec la bague au doigt, en regardant par la fenêtre de la voiture la Méditerranée sombre défiler, j'appelais Maître Fontaine. « La phase 2 est confirmée, dis-je. » Il répondit. « Quand estimez-vous la conclusion ?»« La lune de miel, » je répondis. « Il demandera l'argent pendant la lune de miel. Ces hommes demandent toujours quand ils croient avoir déjà gagné. » Maître Fontaine resta silencieux un moment. « Vous en êtes certaine ?»« Absolument. » Et ainsi ce fut. Aux Maldives, sur la terrasse d'un bungalow au-dessus de l'océan Indien, avec le vin qui montait à la tête et l'arrogance à son maximum, Jacques demanda le million, mot par mot, avec cette clarté clinique que je vous ai décrite au début de cette histoire. Et pendant qu'il dormait par terre, convaincu d'avoir gagné, j'étais dans la salle de bain. Pas en train de pleurer, en train d'envoyer un message audio chiffré à Maître Fontaine. La voix basse, précise, sans aucune tremulation. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Il y eut un silence de 3 secondes de l'autre côté. Puis, une seule phrase. Bien. Rentrez à Paris. Je rangeais le téléphone. Je regardais mon reflet dans le miroir de la salle de bain. 54 ans. Les cheveux gris que je n'avais jamais teints parce que je n'en avais jamais ressenti le besoin. Les yeux que Jacques avait regardés sans vraiment voir. Et je pensais à ma mère, la professeure de mathématiques de Rennes, qui m'avait dit un jour quand j'avais 11 ans, « Vivienne, il y a 2 types de femmes dans le monde, celles qui attendent d'être choisies et celles qui décident ce qu'elles veulent. » Je n'avais pas compris ce jour-là, je compris bien après. Je compris complètement cette nuit-là, assise sur le sol froid d'une salle de bain de luxe aux Maldives, avec le bruit des vagues dehors et la respiration de Jacques qui emplissait la pièce comme une insulte. J'éteignis la lumière, et je retournai dans la pièce préparer ma valise en silence. Je dois vous parler d'elle, parce que cette histoire ne commence pas avec moi. Elle commence bien avant. Elle commence avec 3 femmes que je n'avais jamais rencontrées quand Maître Fontaine m'appela pour la première fois. 3 femmes dont les noms apparaissaient dans un dossier de 47 pages qu'il m'envoya par courrier sécurisé le soir même de notre premier appel téléphonique. Je lus ce dossier en une nuit. Dans les 12 premières pages, il y avait l'histoire financière de Jacques, les détournements, les montants, les destinations. Mais à partir de la page 13, il y avait des femmes. Et c'est là que tout changea pour moi. Ce n'était plus simplement un dossier d'audit financier. C'était quelque chose de beaucoup plus lourd, beaucoup plus humain, beaucoup plus urgent. La première s'appelait Sandrine, professeure universitaire, 41 ans au moment des faits, divorcée, 2 enfants. Jacques était entré dans sa vie en 2018. Il avait passé 18 mois à construire une relation soigneuse, patiente, apparemment sincère. Il lui avait demandé de l'argent, elle appelait ça un prêt. 230 000 € en 3 versements différents sur une période de 8 mois. Ensuite, il avait disparu, sans explication, sans remords visibles, sans laisser d'adresse. Sandrine avait utilisé les économies de toute sa vie pour couvrir les dettes qu'il avait créées en son nom, sans qu'elle le sache. Des contrats signés avec sa signature falsifiée. Des engagements pris en son nom dans des établissements financiers qu'elle n'avait jamais visités. Quand Maître Fontaine la retrouva, elle vivait avec ses enfants chez ses parents, à Lille. Elle avait 50 ans. Elle dormait dans la chambre de son enfance. Elle ne voulut pas porter plainte. « J'ai trop honte », fut tout ce qu'elle dit. La deuxième s'appelait Agnès, chef d'entreprise. 53 ans, veuve. Jacques était entré dans sa vie en 2020, au moment où elle était encore fragilisée par la perte de son mari 2 ans auparavant. 10 mois de relation. Un accès progressif au compte de son entreprise. Quand il fut parti,
Il avait emporté 480 000 € et laissé une société endettée jusqu'à la limite du supportable. Agnès porta plainte. Mais Jacques avait un très bon avocat et une documentation falsifiée très convaincante. La plainte fut classée sans suite. Quand Maître Fontaine alla lui parler, elle essayait de reconstruire son entreprise à zéro, à 55 ans. Elle dit simplement « Si vous avez besoin de moi, je viendrai. Je n'ai plus rien à perdre. » Je lus cette phrase 3 fois. Je la relus une 4e fois, et quelque chose en moi se contracta d'une façon que je ne savais pas encore nommer. La 3e s'appelait Leïla, architecte, 38 ans, célibataire. Jacques avait passé seulement 6 mois avec elle. Mais ces 6 mois suffirent pour qu'elle perde l'appartement qu'elle avait acheté seule à 32 ans, en payant pendant 10 ans, mois après mois, avec la précision et la rigueur de quelqu'un qui sait ce que ça coûte de construire quelque chose seul. Elle eut une crise nerveuse quand elle découvrit ce qu'il avait fait. 2 mois d'arrêt de travail, une thérapie qui dura plus d'1 an. Quand Maître Fontaine alla la voir, elle dit une phrase qui resta avec moi depuis le premier jour et qui ne me quitta plus jamais. Je ne me sens pas stupide d'avoir cru en lui. Je me sens triste de savoir qu'il va continuer à faire ça à d'autres. Je fermai le dossier cette nuit-là. Je restais à regarder le mur de mon appartement à Paris pendant un temps que je ne saurais pas préciser. Et puis j'appelai Maître Fontaine. « J'accepte le dossier, dis-je. Mais il y a une condition. Laquelle ? Quand tout sera terminé, les 3 femmes reçoivent une réparation. Pas de l'État, de la famille Delamarre, directement. » Silence de l'autre côté. Ce n'était pas dans le contrat original. Je sais, dis-je. Mais ça sera dans le prochain. Maître Fontaine prit 2 jours pour répondre. Quand il répondit, c'était un message de 3 mots. C'est dans le contrat. Au café de Flore, quand Jacques était parti sur le trottoir du boulevard Saint-Germain avec ses 2 enveloppes et son manteau gris qui semblait soudainement trop lourd, je payai l'addition. Je mis mon manteau. Et je restai immobile 1 seconde à regarder la scène au bout de la rue. Je pensais à Sandrine, à Lille, dans la chambre de son enfance. Je pensais à Agnès qui reconstruisait une entreprise à 55 ans. Je pensais à Leïla, qui ne se sentait pas stupide, juste triste. Et je pensais à toutes celles qui viendraient après moi si je n'avais pas accepté ce dossier. Il y a une chose que les hommes comme Jacques ne comprennent pas sur les femmes comme moi. Nous ne faisons pas ça par vengeance. La vengeance est émotionnelle. Elle est bruyante. Elle coûte cher. Nous faisons ça par prévention. Parce que chaque fois qu'un homme comme lui s'en sort indemne, il devient plus confiant, plus précis et plus dangereux. Et la prochaine femme qu'il choisit sera plus vulnérable que la précédente. Ce n'était pas pour moi. Ça n'avait jamais été pour moi. J'étais simplement la dernière porte avant la sortie, et je m'étais assuré que cette porte était bien verrouillée. Cet après-midi-là, de retour dans mon appartement du 6e arrondissement, avec Paris gris et froid de l'autre côté de la fenêtre, j'envoyais 3 messages. Un à Sandrine, un à Agnès, un à Leïla. Tous identiques. 3 mots. La phase finale a commencé. Les 3 répondirent dans l'heure. Sandrine, je suis là. Agnès, vous pouvez compter sur moi. Leïla, quand vous aurez besoin. À ce moment-là, dans le silence de mon appartement, avec le téléphone dans la main et 3 messages sur l'écran, pour la première et la seule fois dans toute cette histoire, je pleurais. Pas de tristesse. De quelque chose que je ne savais pas bien nommer. Quelque chose entre le soulagement et la responsabilité, entre la solitude et l'appartenance, entre le poids de ce que j'avais porté seul pendant 2 ans et la certitude que je ne le portais pas vraiment seul. Pas vraiment. Jamais vraiment. Il existe une chose que j'ai apprise en 12 ans d'audit forensique. La preuve la plus difficile à contester n'est pas la preuve documentaire. Ce n'est pas le relevé bancaire. Ce n'est pas le contrat falsifié. Ce n'est pas même la signature expertisée. La preuve la plus difficile à contester est celle que le suspect lui-même a produite, avec sa propre voix, en pleine conscience, sans contrainte, sans pression extérieure visible, sans personne pour dire qu'il a été manipulé, forcé, mal compris. La preuve que l'on obtient quand quelqu'un croit tellement avoir gagné qu'il ne prend même plus la peine de se protéger. C'est cette preuve-là que j'étais allé chercher aux Maldives. Et c'est cette preuve-là que j'allais utiliser 2 jours après le café de Flore, dans le café le plus ancien de Paris,
par un vendredi froid de novembre où le ciel de Paris était si bas qu'il semblait toucher les toits. La rencontre au Café de Flore avait été le 2e acte. Le 3e était prévu pour 48 heures plus tard. Et Jacques ne savait pas qu'il y allait vraiment. Il croyait y aller de lui-même. Il croyait y aller parce qu'il avait décidé. Mais j'avais envoyé le bon message, par la bonne personne, au bon moment. Un message de Maître Fontaine, que Jacques connaissait comme l'avocat de la famille, jamais comme mon mandataire, indiquant qu'il existait une possibilité de règlement amiable avant que l'inspecteur Moreau ne formalise la mise en examen. Une rencontre informelle, dans un lieu public, sans avocat de part et d'autre. Juste une conversation entre personnes raisonnables. Jacques répondit en 20 minutes. Confirmé. Les hommes comme lui ne résistent jamais à l'idée d'un règlement amiable. Parce que dans leur esprit, un règlement amiable signifie toujours la même chose. Une sortie sans conséquence. Une dernière fois où ils s'en tirent. Le café Procope se trouve rue de l'Ancienne Comédie, dans le 6e arrondissement. C'est le plus vieux café de Paris, ouvert depuis 1686. Voltaire y buvait. Napoléon y aurait laissé son chapeau en gage une fois, selon la légende. Je choisis le Procope pour des raisons précises. L'intérieur est divisé en petits salons séparés par des cloisons en bois sombre. L'acoustique est spécifique. Chaque salon est relativement isolé du reste. Les tables sont proches, mais pas au point qu'une conversation à voix normale atteigne une autre table. Parfait pour ce dont j'avais besoin. À 14h15 ce vendredi-là, j'étais déjà installé à la table du fond du 2e salon. Manteau en laine sombre. Le collier en or avec le petit pendentif. Une tasse de thé que je n'allais pas boire. Et le téléphone dans le sac. Avec une application ouverte, connectée à un récepteur externe dans une camionnette garée à 100 mètres dans la rue Saint-André-des-Arts. Dans la camionnette, 2 techniciens de la brigade financière travaillant directement sous les ordres de l'inspecteur Moreau. Dans le salon à ma gauche, séparé par la cloison en bois, un homme lisait un livre épais à couverture rouge. Dans le salon à ma droite, un couple discutait tranquillement de choses sans importance. Les 3 étaient des agents de la brigade placés par Moreau lui-même la veille au soir. Jacques arriva à 14h32. 17 minutes de retard. Un signal. Les hommes qui arrivent en retard dans ce genre de rencontre essaient de rétablir le contrôle. Ils essaient de montrer que leur temps vaut plus. Je l'attendais depuis 17 minutes. J'avais bu le thé que je n'allais pas boire. J'avais lu 2 articles sur le téléphone. J'avais observé la lumière de novembre entrer par les fenêtres du Procope et créer des ombres longues sur les murs en pierre. Quand il entra et me vit, je pris soin de ne pas lever les yeux immédiatement. Je terminai le paragraphe, puis je levai les yeux. Jacques, il s'assit sans saluer, sans cérémonie. « Où est Maître Fontaine ?» demanda-t-il en regardant autour de lui. « Il ne vient pas, dis-je. Il m'a demandé de le représenter aujourd'hui. » Le front plissé. « Vous représentez l'avocat de ma famille ?»« Je représente les intérêts que Maître Fontaine a été mandaté pour défendre, » je corrigeais. « Ce qui, comme vous le savez maintenant, ne sont pas exactement vos intérêts. » Il resta silencieux un moment. Puis il se carra dans la chaise. Et je vis, à cet instant précis, la décision se prendre en lui. La décision de tenter un dernier coup. Les hommes comme lui ne peuvent pas partir sans tenter un dernier coup. C'est plus fort qu'eux. « Vivienne, » dit-il, la voix changeant, plus douce, presque conciliatoire. « Soyons raisonnables. »« Je le suis. Vous savez que cette procédure va être longue. Elle va être publique. Elle va impliquer toute la famille. Ma mère a 72 ans, Vivienne. Vous voulez traîner une dame de 72 ans dans une procédure qu'elle a elle-même initiée, » je l'interrompis. Il s'arrêta net. « Comment ?»« C'est votre mère qui a mandaté Maître Fontaine, Jacques, » dis-je calmement. « C'est elle qui a remarqué la première. C'est elle qui a demandé l'enquête. C'est elle qui a autorisé chaque étape de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. » Le visage de Jacques devint blanc, pas métaphoriquement, littéralement. Je vis le sang quitter ses joues en 1 seconde. « Ma mère, c'est depuis mars, » je confirmais. Elle ne savait pas que c'était vous au début. Mais quand les rapports sont arrivés, elle a demandé à être tenue informée.
Il regarda la table. Longtemps. Quand il leva les yeux, je vis quelque chose que je n'avais pas prévu. Pas de la colère, pas du calcul. Quelque chose qui ressemblait, pour la première fois, à de la honte. Rapide, involontaire. Presque immédiatement remplacé par autre chose. Mais c'était là. Je le vis, et je l'enregistrai. Je pris le téléphone. J'ouvris un écran. Je le fis pivoter dans sa direction. C'était une transcription. 16 lignes de texte. La transcription exacte de ce qu'il avait dit sur la terrasse du bungalow aux Maldives. Mot par mot, avec horodatage, avec coordonnées géographiques, avec la signature numérique du système de captation. Ce que vous avez demandé aux Maldives constitue une tentative d'extorsion internationale selon l'article 312.1 du Code pénal français, dis-je. L'enregistrement est recevable. La transcription a été validée par expertise technique indépendante. Le microphone était dans mon collier. Vous l'avez vu des dizaines de fois, vous ne m'avez jamais demandé de le retirer. Il regarda le pendentif en or. Il me regarda. Vous avez utilisé ça dans toutes nos conversations ? Dans toutes celles qui comptaient. L'homme au livre à couverture rouge dans le salon voisin ferma son livre et se leva lentement. Le couple à droite posa ses tasses et se leva également. Jacques les regarda. Comprit. Ses yeux revinrent vers moi. « L'inspecteur Moreau, dit-il à voix basse, est dans la camionnette garée dans la rue, confirmai-je. Ses agents sont dans cette salle depuis ce matin. Tout a été enregistré, tout est recevable. » Jacques posa les mains à plat sur la table, regarda ses propres mains, puis me regarda avec cette expression que j'aurais besoin de temps pour nommer. « Vous avez passé 2 ans de votre vie à faire ça, dit-il. Pas comme une accusation, comme une constatation. Pour des femmes que vous n'aviez jamais rencontrées. » Je me levai, boutonnai mon manteau lentement. Pour des femmes que j'ai rencontrées après, et pour toutes celles qui viendraient après elles. La porte du salon s'ouvrit. L'inspecteur Moreau entra. 50 ans. Costume bleu marine. Pas d'expression particulière sur le visage. Juste la précision tranquille de quelqu'un qui fait son travail depuis longtemps. Derrière lui, 2 agents en civil. « Monsieur Delamarre », dit Moreau. Pas une question. Jacques se leva lentement. Il essaya de dire quelque chose. Les mots ne vinrent pas. Et pendant qu'il cherchait ces mots, pendant que Moreau lui lisait ses droits à voix basse dans le silence du café Procope, Jacques me regarda une dernière fois et dit, avec ce qui lui restait d'arrogance, la voix presque brisée, « Tu es vraiment laide, tu sais ?» Je boutonnais le dernier bouton de mon manteau. Je le regardais droit dans les yeux. « La beauté passe, Jacques, mais l'intelligence, elle, ne fait qu'augmenter avec l'âge. » Je me retournai. Et je sortis dans le froid de novembre sans jamais regarder en arrière. Il y a une chose qu'ils ne montrent pas dans les films. Le moment d'après, après que le piège se referme, après que les agents entrent, après que les menottes apparaissent et que la réalité s'enfonce définitivement. Dans les films, l'héroïne s'en va élégante, les cheveux parfaits, pendant que la caméra se ferme sur le visage détruit du vilain. Dans la vraie vie, vous sortez par la porte du plus vieux café de Paris par un jour froid de novembre et vous restez debout sur le trottoir pendant 1 seconde sans savoir quoi faire de vos mains. Je restais immobile sur la rue de l'Ancienne Comédie. Le vent venait de la Seine. Les dernières feuilles des platanes du boulevard Saint-Germain tournoyaient sur les pavés mouillés. Un étudiant passait à vélo, son écharpe rouge volant derrière lui. J'entendais encore, de l'intérieur du Procope, le bruit de la chaise qui avait raclé le sol quand les agents avaient demandé à Jacques de se lever. J'entendais sa voix, pas les mots, juste le ton qui essayait de négocier, d'expliquer, de faire ce qu'il avait toujours fait avec tout dans sa vie, sortir sans conséquence. Cette fois, non. Je sortis le téléphone de ma poche. Il y avait 3 messages qui attendaient. Le premier était de Maître Fontaine. Confirmé. Détention provisoire pendant que l'expertise est finalisée. Cela devrait prendre entre 48 et 72 heures. Excellent travail. Madame Voss. Le deuxième était d'Agnès. J'ai vu la notification du système. Merci. Vraiment. Le troisième était de Leïla. C'est terminé ? Je répondis dans l'ordre. À Maître Fontaine, merci pour la confiance. À Agnès, c'est vous qui avez rendu ça possible. Votre témoignage était la base de tout. À Leïla,
C'est terminé. Leïla répondit en 10 secondes, un seul message, sans mots. Juste un point final. Je compris. Parfois un point final est tout ce dont une histoire a besoin. Je marchais en direction de la Seine, sans destination précise. J'avais juste besoin de marcher. Paris en novembre a une odeur particulière. Des châtaignes qui rôtissent dans les petits stands des coins de rue, la pierre mouillée, le fleuve, le café qui sort des bars avec les portes entr'ouvertes. Je traversais le pont des Arts, je m'arrêtais au milieu du pont. J'appuyais les mains sur la rambarde en fer et je regardais l'eau sombre de la Seine pendant un long moment. Je pensais à des choses que je n'avais que rarement l'espace mental pour penser. Je pensais à ma mère, la professeure de mathématiques à Rennes, qui un jour m'avait dit cette phrase que j'avais mise des années à vraiment comprendre. « Vivienne, il y a 2 types de femmes dans le monde, celles qui attendent d'être choisies et celles qui décident ce qu'elles veulent. » J'avais 11 ans. Je ne compris pas ce jour-là. Je compris bien après. Je compris complètement ce soir-là, debout sur le pont des Arts, avec le vent froid de novembre qui venait de l'ouest et les lumières de Paris qui se reflétaient dans l'eau noire en dessous. Je pensais à Jacques, pas avec colère, pas avec satisfaction, avec quelque chose qui ressemblait davantage à une tristesse professionnelle, si cela a un sens. Une tristesse parce que des hommes comme lui existent en quantité suffisante pour que mon travail soit nécessaire. Une tristesse parce que les Sandrine et les Agnès et les Leïla existent en quantité encore plus grande. Une tristesse parce que la honte que j'avais vue sur son visage au Procope, cette étincelle rapide et involontaire, était la preuve que quelque part en lui existait la capacité d'être différent. Et il avait choisi de ne pas l'utiliser. Je ne le plains pas, mais je ressens quelque chose pour le gâchis, pour ce qui aurait pu être et ne fut pas, pour ce qu'il choisit d'être alors qu'il avait tous les outils pour choisir autrement. Le téléphone sonna. C'était Sandrine. Je décrochai. « Vivienne ?» La voix avait cette texture particulière des larmes contenues. Pas des larmes actuelles, la trace de beaucoup de larmes anciennes. « C'est vraiment terminé ?» ?»« C'est terminé. » Silence pendant quelques secondes. Je ne sais pas quoi dire. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. »« Mais j'en ai besoin, » dit-elle, la voix se brisant légèrement. « J'ai besoin que tu saches que j'ai passé 2 ans à me sentir idiote, à me sentir petite, à me sentir la femme qui aurait dû voir, qui aurait dû comprendre, qui n'aurait pas dû... » Sandrine. « Oui, tu n'as pas laissé gagner parce que tu étais naïve, dis-je lentement. Tu as laissé parce que tu faisais confiance. Et la confiance n'est pas une faiblesse. C'est ce que tu avais de plus précieux. Il te l'a volé. Ce n'est pas la même chose. » Long silence. « Merci, dit-elle finalement. Simple, entier. Prends soin de toi, Sandrine. » Je raccrochais. Je restais à regarder la scène encore un moment. Vous savez ce que personne ne vous dit sur le fait de fermer un dossier comme celui-là? Qu'il n'y a pas de feu d'artifice, pas de musique épique, pas cette sensation de victoire absolue que les films promettent. Il y a par contre quelque chose de plus silencieux et de plus vrai. La sensation que le poids que vous portiez sur les épaules depuis 2 ans est légèrement mieux distribué. Comme si plus de personnes tenaient la même chose avec vous. Comme si le travail que vous aviez fait seul dans l'obscurité avait finalement trouvé la lumière qu'il méritait. Mais il y a aussi, et je dois être honnête là-dessus, une question qui reste toujours. La question que je ne pose jamais à voix haute parce que c'est la question la plus dangereuse qu'une femme dans ma position puisse poser. Et après le dossier fermé, après la détention provisoire, après les procédures et les réparations et les points finaux dans les messages. Après tout ça, qu'est-ce qui reste? Il reste Paris. Il reste le froid de novembre. Les châtaignes au coin des rues. La Seine sombre sous le pont des Arts. Il reste mon appartement dans le 6e avec les murs couverts de post-it de couleur que je vais enfin pouvoir enlever. Il reste le téléphone de ma mère à Rennes, que j'allais appeler ce soir-là et à qui je n'allais pas pouvoir tout raconter, mais dont la seule voix allait me faire comprendre que ça en valait la peine. Il reste le dossier du prochain cas sur mon bureau. Parce qu'il y a toujours un prochain cas. Et il y a toujours une autre Sandrine, une autre Agnès, une autre Leïla, qui attend de l'autre côté. Je quittais le pont. Je continuais à marcher le long de la Seine. La ville autour de moi devenait plus animée avec la fin de l'après-midi. Des familles qui rentraient,
des étudiants en groupe, des couples qui se retrouvaient au coin des rues. Je marchais au milieu de tout ça, invisible de la façon dont je l'avais toujours été, de la façon dont Jacques avait appelé laideur, de la façon dont j'avais appris, il y a bien longtemps, à appeler liberté. Quand j'arrivais chez moi, j'enlevais le manteau, j'enlevais le collier en or avec le pendentif, je les posais sur le crochet près de la porte. J'allais à la cuisine. Je mis de l'eau à bouillir. Je préparais un thé. Je m'assis à la fenêtre avec la tasse entre les mains en regardant les dernières minutes de lumière de novembre disparaître derrière les toits de Paris. Le téléphone sonna une dernière fois. Numéro inconnu. Je décrochai. Silence de l'autre côté pendant 2 secondes. Puis une voix de femme. Jeune, apeurée, qui essayait de paraître ferme. On m'a dit que vous pouviez m'aider, qu'on pouvait vous faire confiance, que vous compreniez ce genre de situation. Ça dépend de la situation, dis-je. Mon fiancé, je crois qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. Il me demande de l'argent et quelque chose ne va pas. Je le sens, mais je n'arrive pas à expliquer. Je posai la tasse de thé sur le rebord de la fenêtre. Je pris le bloc-notes, le stylo. Et dehors, Paris s'allumait doucement dans le soir de novembre, lampadaire après lampadaire, pont après pont, rue après rue, comme une ville qui refuse de rester dans l'obscurité. « Racontez-moi depuis le début », dis-je, et je commençai à écrire.